Gemini présente Blabla Science. Aujourd'hui, la valse des astronautes. Imaginez un instant un vide absolu, noir, totalement silencieux, infini. Pas de planète à l'horizon, pas la moindre poussière interstellaire et aucune étoile lointaine pour perturber l'espace. Vraiment le vide parfait, quoi. Le calme plat. C'est ça, le calme absolu. Et dans ce vide, on place seulement 2 astronautes qui flottent de manière parfaitement immobile l'un par rapport à l'autre. Ce qu'on appellerait un référentiel inertiel commun en physique. Exactement. Leurs montres, disons, des horloges atomiques miniatures bien attachées à leurs poignets, sont synchronisées à la nanoseconde près. Donc le temps s'écoule exactement au même rythme pour les deux. Une symétrie parfaite et, d'une certaine manière, assez rassurante. Ouais, très rassurante. Mais voilà, il suffit d'une étincelle. Dès que l'un de ces 2 astronautes décide d'allumer ses propulseurs et de bouger, eh bien cette réalité partagée se fracture instantanément. Et c'est là que les ennuis commencent, si je puis dire. C'est clair. Aujourd'hui, on entame une toute nouvelle exploration en profondeur. On s'est plongé dans une pile vraiment fascinante de sources, des publications de recherche en relativité, des essais récents d'astrophysique théorique et bien sûr nos propres notes d'analyse. Et la mission d'aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier cette relation incroyablement intime et souvent très contre-intuitive entre le mouvement, le temps et l'énergie. Voilà. Le but, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre par quel mécanisme fondamental le simple fait de se déplacer dans l'espace, ça consomme littéralement du temps. Et on va révéler au passage des secrets assez vertigineux sur la structure même de notre univers. Je suis ravie qu'on aborde ça. L'image de ce vide initial qu'on vient de décrire, ça pose vraiment des fondations idéales pour notre analyse. Cette immobilité partagée, c'est vraiment le calme avant la tempête relativiste. La tempête relativiste, j'aime bien le terme. Parce que dès qu'une asymétrie de mouvement s'introduit, les lois fondamentales de la physique imposent une réécriture complète de ce que l'on perçoit comme étant le présent. C'est-à-dire qu'une simple petite impulsion d'un micropropulseur, Ça devient la clé qui ouvre la porte au plus grand mystère de l'espace-temps. En fait, ça force l'univers à ajuster le flux temporel pour préserver la constance de la vitesse de la lumière. décortiquons ça un peu si vous le voulez bien. Reprenons nos 2 astronautes. On va simplement les appeler A et B, pour faire simple. D'accord, A et B. L'astronaute B allume ses microfusées. Mais au lieu de partir tout droit vers l'infini, il se met à tourner autour de l'astronaute A. Hmm. Il maintient une distance parfaitement constante en faisant un cercle parfait. Un mouvement orbital classique. Voilà. Et visuellement, si l'astronaute A, qui est resté bien sagement au centre, pivote simplement sur sa chaise de bureau, disons, pour garder B dans son champ de vision, les deux ont l'air immobiles l'un par rapport à l'autre. Oui, de leur point de vue purement visuel, la distance ne change pas. Exactement. Ils peuvent se regarder dans les yeux en permanence. La distance ne bouge pas d'1 millimètre. Et pourtant, les données de recherche nous montrent que l'univers punit l'astronaute B. Le mot punir est fort, mais c'est l'idée. Son temps à lui ralentit, mais pas celui de A. Qu'est-ce qui justifie cette injustice cosmique au final ? Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont notre cerveau est programmé, en fait. On a l'habitude de penser en termes de distance spatiale pure, ce qu'on appelle la géométrie euclidienne classique. Le chemin le plus court entre 2 points et la ligne droite, ce genre de choses. C'est ça. Mais la trame de la réalité, elle, calcule en fonction d'une structure géométrique très différente qu'on appelle la géométrie de Minkowski. Ah, la géométrie de Minkowski. J'ai vu ça dans les dossiers. Oui, dans l'espace physique standard en 3 dimensions, faire un détour rallonge évidemment la distance. Mais dans l'espace-temps en 4 dimensions, la logique est complètement inversée. Inversé ? Comment ça ? Eh bien, tout objet dans l'univers possède une sorte de budget fixe de mouvement. Et nous nous déplaçons tous constamment à travers cet espace-temps combiné à la vitesse de la lumière. Donc on bouge tous à la vitesse de la lumière d'une certaine façon. En permanence, oui. Si un objet reste parfaitement immobile dans l'espace physique, comme l'astronaute A, eh bien 100% de son budget de mouvement est alloué à son déplacement dans le temps. D'accord, donc A trace une ligne droite temporelle parfaite. Exactement. Il file tout droit vers le futur. Donc, si je comprends bien la mécanique derrière ça, dès que l'astronaute B commence à se déplacer dans l'espace physique, pour tracer son cercle, il doit piocher dans ce fameux budget. Tout à fait. En se déplaçant spatialement, l'astronaute B dévie une partie de son mouvement inhérent. Il le retire de la dimension temporelle pour l'injecter dans les dimensions spatiales. Ah ouais, donc la vitesse qu'il acquiert sur son cercle vient littéralement grignoter son avancée dans le temps. C'est exactement ça. Et en plus, pour tourner en rond, au lieu de filer en ligne droite, il subit une accélération centripète constante.
parce qu'il doit forcer pour tourner, quoi. Voilà. En géométrie de Minkowski, la trajectoire la plus longue dans le temps, c'est toujours la ligne droite spatiale. Toute courbe, toute déviation dans l'espace raccourcit le temps propre de celui qui la parcourt. C'est fou de réaliser que la ligne droite est le chemin le plus long pour le temps. L'univers fait vraiment une distinction claire entre les deux. Oui, A ne subit aucune force, il pivote simplement. B, en revanche, lutte contre l'inertie en permanence. Pour ancrer ça dans la réalité, nos notes de recherche mentionnent un calcul assez brutal lié au fameux facteur de Lorentz, l'équation qui dicte cette dilatation du temps. Les chiffres sont souvent vertigineux. Complètement. Si B tourne si vite que sa vitesse tangentielle atteint, disons, 80% de la vitesse de la lumière, eh bien quand A, au centre, aura vieilli de 10 ans, l'astronaute B n'aura vieilli que de 6 ans. Une différence de 4 ans, juste à cause du mouvement? L'univers ne pardonne absolument pas. Et pour que B maintienne cette orbite artificielle, il ne peut pas juste flotter magiquement. Il doit brûler du carburant. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ouais. On réalise que le temps n'est pas juste une question de tracer des lignes imaginaires, c'est profondément une question d'énergie. C'est une transition conceptuelle essentielle. Tout mouvement qui dévie de la chute libre ou de la ligne droite exige une dépense. Le mouvement courbe nécessite une force continue. Et cette force demande de l'énergie. Oui, elle implique une injection d'énergie cinétique dans le système de l'astronaute B. Cette énergie supplémentaire vient modifier son état global par rapport au reste de l'univers. Ce qui, mécaniquement, vient altérer la cadence de son horloge interne. Exactement. Mais du coup, j'ai eu du mal à saisir un point précis des dossiers quand on pousse cette idée d'énergie encore plus loin. Je vous écoute. Supposons que B ait un comportement totalement erratique. Il accélère, il freine brusquement, il fait des zigzags dans tous les sens au lieu de faire un cercle parfait. Un vrai chauffeur de l'espace. C'est ça. J'aime bien visualiser la première accélération comme le fait de contracter une dette financière. On emprunte de la vitesse, on perd du temps. C'est une bonne analogie visuelle. Mais logiquement, si B décide de freiner en allumant ses propulseurs dans le sens inverse, il applique une force opposée. Est-ce qu'en appliquant cette force inverse, l'énergie ne devrait pas s'annuler? Vous voulez dire, est-ce qu'il récupère son temps? Ouais, ne devrait-il pas rembourser sa dette et récupérer les secondes qu'il a perdues? L'intuition financière est excellente, mais la physique fonctionne selon une comptabilité bien plus stricte, en fait. L'univers n'est pas une banque qui accorde des crédits qu'on peut rembourser. Ah mince. C'est plutôt un compteur kilomètre-aide d'usure temporelle. Mathématiquement, dans les équations de Lorentz, la vitesse est toujours élevée au carré. Ah oui, c'est vrai, V au carré. Donc, que la direction soit positive vers l'avant ou négative vers l'arrière, une valeur au carré reste toujours positive. D'accord, ça ne s'annule jamais. Mais sur le plan purement physique, la raison est encore plus profonde. L'univers se moque éperdument de la direction de votre vaisseau. Ah. Parce que freiner, au final, c'est juste accélérer dans l'autre sens, non? Précisément, pour freiner, l'astronaute B doit allumer ses moteurs, expulser du gaz. Il dépense de l'énergie cinétique, il applique une force. Donc il continue de s'agiter. Du point de vue de la trame de l'espace-temps, oui, il s'agite. Il ne fait qu'ajouter de l'action à son historique. Freiner permet effectivement de dissiper la vitesse accumulée par rapport à l'astronaute A. Et ça arrête le saignement temporel, disons. Voilà. Ça va faire cesser le ralentissement supplémentaire de son horloge. Son rythme de tic-tac va redevenir identique à celui de A. Mais le retard temporel accumulé pendant toute la phase de mouvement chaotique est gravé de manière permanente dans son propre passé. Il n'y a pas de marche arrière pour le temps propre. C'est fascinant. Et pour illustrer ça, les documents qu'on a analysés proposent une expérience de pensée encore plus folle sur ce fameux freinage. L'histoire du phare spatial. Exactement. L'astronaute B pourrait théoriquement freiner sans utiliser de carburant chimique classique. À la place, il se transforme en un gigantesque phare spatial. S'il émet un puissant rayonnement de photons, disons un faisceau laser ultra concentré vers l'avant, la force de recul va finir par le ralentir. C'est le principe de l'action et de la réaction. Oui, mais c'est hyper contre-intuitif, parce qu'on sait que les photons n'ont absolument aucune masse. Comment de la lumière peut-elle servir de frein? Parce que la lumière, bien que sans masse, possède une quantité de mouvement, ce qu'on appelle une impulsion. C'est ça. Et en rayonnant ainsi, les équations montrent que B brûle littéralement sa propre masse interne, via la fameuse équation E égale mc². Il convertit sa masse en lumière pour freiner. C'est dingue. Sa masse globale diminue, sa vitesse diminue, et son horloge se normalise. Le mécanisme mis en évidence par cette source est fondamental, vraiment. L'astronaute sacrifie son existence matérielle, sa propre masse, pour modifier sa trajectoire spatio-temporelle. Il rachète une cadence temporelle normale
au prix de sa matière. Exactement. Et ça démontre sans l'ombre d'un doute que ce n'est pas la masse intrinsèque d'un objet qui dicte le tempo de sa montre. C'est bien sa dynamique, sa trajectoire et son état énergétique dans l'espace-temps. Et alors, c'est là que ça devient vraiment, mais vraiment intéressant. Jusqu'ici, on a vu que l'agitation et la vitesse ne font que ralentir le temps. Oui, une taxe pure. Mais la documentation nous montre qu'il existe un moyen d'accélérer le temps, ou du moins de le faire s'écouler plus vite par rapport à un autre observateur. En introduisant la relativité générale? Voilà, en ajoutant la gravité dans l'équation. Et l'exemple parfait pour illustrer ça, on l'utilise tous les jours. Ce sont les satellites GPS qui tournent au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas juste de la théorie sur un tableau noir. Absolument pas. Les ingénieurs du système GPS doivent effectivement jongler en permanence avec deux phénomènes relativistes qui tirent l'horloge du satellite dans des directions opposées. C'est un vrai bras de fer cosmique. Complètement. D'un côté, on a l'effet de la relativité restreinte qu'on vient de décrire. Le satellite file à une vitesse d'environ 14 000 km/h autour de la Terre. Ce qui est énorme. Et cette vitesse pure fait ralentir son horloge embarquée d'environ 7 microsecondes par jour par rapport à une horloge restée au sol. Donc ça, c'est la fameuse taxe de vitesse. Il perd 7 microsecondes. Voilà. Mais de l'autre côté, la relativité générale entre en scène. La théorie postule qu'être plongé profondément dans un puits gravitationnel, c'est-à-dire être très proche d'une grande masse comme la surface de la Terre, eh bien ça ralentit l'écoulement du temps. Or, les satellites GPS, eux, ils orbitent à 20 000 km d'altitude, non? C'est ça. À cette distance, la force de gravité terrestre est nettement plus faible. Ils sont littéralement soulagés de cette pression gravitationnelle. Elles avancent de 45 microsecondes par jour, par rapport à nous qui sommes bien englués au fond de ce puits gravitationnel terrestre. D'accord, donc si on fait le bilan comptable, ils perdent 7 microsecondes à cause de leur vitesse folle, mais ils gagnent 45 microsecondes parce qu'ils sont loin de la masse de la Terre. Faites le calcul. Au final, ça fait un gain net. Les satellites GPS vieillissent de 38 microsecondes plus vite que nous chaque jour. Exactement. Et sans une correction logicielle constante implémentée dans leur système, les erreurs de synchronisation feraient que nos téléphones nous perdraient de plusieurs kilomètres en quelques heures seulement. C'est fou quand on y pense. Le temps est vraiment élastique. Une élasticité vertigineuse, étirée par la vitesse et compressée par la masse. Ce qui nous mène d'ailleurs à une contradiction apparente vraiment stimulante dans les dossiers. On y trouve une autre expérience de pensée. Imaginez deux astronautes originaires de deux galaxies totalement différentes. D'accord, deux voyageurs intergalactiques. Ils se croisent au beau milieu du vide intergalactique absolu, à des millions d'années-lumière de toute étoile ou de toute masse. Et aucun des deux ne connaît l'histoire ou le trajet de l'autre. Leurs vitesses relatives au moment précis de leur croisement sont identiques. La situation a l'air parfaitement symétrique. Et c'est là qu'on se heurte à un pilier de ce qu'on nous enseigne habituellement en physique. Le postulat de base dit qu'il n'y a aucun repère absolu dans l'univers. Les lois sont les mêmes pour tous. Oui, tout mouvement ne peut être défini que relativement à un autre objet. Alors, dans ce vide parfait, sans aucune planète pour servir de point de repère, comment diable peut-on départager ces deux voyageurs? Comment savoir lequel des deux vieillit réellement le plus lentement? Ça semble mathématiquement impossible. Eh bien, si on relie ça à une vision purement abstraite de la relativité spatiale, ce serait effectivement indécidable. On serait bloqué. Mais les observations cosmologiques modernes que mentionnent nos sources prouvent que notre univers n'est pas une page mathématique blanche. Il possède une structure, une histoire thermique. Une texture en quelque sorte. Oui. Et surtout, il possède un repère de référence universel qu'on appelle le fond diffus cosmologique, souvent abrégé CMB en anglais. C'est la toute première lumière de l'univers. Une lueur fossile du Big Bang, c'est ça? Exactement. Une lumière froide qui baigne de manière totalement homogène l'intégralité du cosmos. Moi, j'aime bien le visualiser comme une sorte de brouillard lumineux primordial, invisible à l'œil nu, bien sûr. L'analogie du brouillard est très parlante. Imaginez une course dans un brouillard extrêmement dense. Même sans voir le sol, ni aucun repère environnant, vous sentirez inévitablement l'humidité et le vent frapper votre visage beaucoup plus fort qu'il ne frappe votre dos. Logique, vu qu'on fonce dedans. Dans l'espace profond, ce brouillard est constitué de micro-ondes, de photons fossiles. L'astronaute qui se déplace avec la plus grande vitesse réelle à travers cette trame universelle va littéralement foncer dans ces photons primordiaux devant lui. Et ça a un effet mesurable? Oui, par effet Doppler. Il observera ce qu'on appelle un décalage vers le bleu, un blue shift, dans la direction de son mouvement. La lumière du Big Bang lui paraîtra légèrement plus chaude et plus énergétique à l'avant. Et du coup, plus froide à l'arrière? C'est ça,
décalé vers le rouge ou redshifté à l'arrière. Ce qui veut dire qu'en sortant simplement un thermomètre cosmique, une antenne hypersensible pour mesurer cette lumière fossile, n'importe quel astronaute peut déterminer sa propre vitesse absolue par rapport à l'univers lui-même. C'est le moyen de briser la symétrie. Nos notes soulignent une réalité fascinante à ce sujet d'ailleurs. La Terre n'est absolument pas immobile dans ce brouillard. En analysant ce rayonnement, les astrophysiciens ont mesuré ce qu'ils appellent l'anisotropie dipolare. Un terme un peu barbare pour désigner ce décalage. Ouais, et ça prouve que notre système solaire tout entier fonce à environ 370 km par seconde par rapport à ce fond diffus cosmologique. C'est une vitesse colossale. Les équations d'Einstein fonctionnent toujours de manière relative, certes, mais l'histoire cinétique d'un objet, son sillage énergétique à travers l'univers depuis le Big Bang, ça, c'est une donnée absolument unique et quantifiable. Cette révélation, je trouve qu'elle permet vraiment de réconcilier la pureté théorique de la relativité avec la réalité physique d'un univers en expansion. Tout à fait. Pour se déplacer à travers ce référentiel cosmique fondamental, un objet a forcément dû recevoir de l'énergie dans son passé. Et comme on l'a établi, cette énergie accumulée ralentit son flux temporel propre. Ce qui nous amène inévitablement à la conséquence la plus extrême soulevée par les sources. Ah oui, accrochez-vous. Si le mouvement requiert de l'énergie, et que l'énergie, tout comme la masse, a le pouvoir de courber l'espace-temps, que se passe-t-il lorsque cette énergie cinétique atteint des seuils inimaginables? Qu'est-ce que tout ça veut dire pour la structure même de l'univers? On oublie la vieille image usée de la grosse planète lourde posée comme une boule de pétanque sur un drap élastique. La documentation de recherche est formelle. La gravité n'est pas générée uniquement par la masse au repos. Non, elle est dictée par un concept mathématique beaucoup plus vaste. Le fameux tenseur énergie-impulsion, c'est ça? C'est ça, c'est une matrice complexe qui prend en compte non seulement la masse, mais aussi la pression, la tension et surtout l'énergie de mouvement. Donc ça signifie concrètement que l'énergie cinétique pure crée sa propre gravité. Absolument. Si une étoile morte traversait l'espace à une vitesse frôlant celle de la lumière, un observateur extérieur la verrait générer une force gravitationnelle directionnelle colossale, bien supérieure à sa simple masse au repos. On entre dans le domaine du gravitomagnétisme, un truc de fou. Et l'apogée spectaculaire de cette théorie, le monstre ultime décrit dans les sources, il porte un nom allemand assez terrifiant, le Kugelblitz. Oui, le Kugelblitz, qu'on pourrait traduire par foudre en boule. C'est probablement le concept le plus poétique et le plus radical de la relativité générale qu'on ait croisé dans ces documents. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est un trou noir, mais pas comme les autres, n'est-ce pas? Exactement. Le principe repose sur le fait que la lumière, comme on l'a dit, transporte de l'énergie et de l'impulsion. Par conséquent, bien qu'un photon n'ait aucune masse intrinsèque, sa simple présence énergétique courbe très légèrement l'espace-temps autour de lui. D'accord. Imaginez maintenant que l'on dirige de multiples faisceaux de laser gamma d'une puissance apocalyptique pour qu'ils se croisent tous en un point focal très précis. J'imagine la scène. La concentration d'énergie pure en ce point précis deviendrait si phénoménale que la courbure de l'espace atteindrait un point de non-retour. L'espace-temps se plierait de manière critique, la vitesse de libération dépasserait celle de la lumière, Et bam, un trou noir. et les photons seraient piégés par leur propre puits gravitationnel. Ils s'enrouleraient indéfiniment sur eux-mêmes, formant un trou noir qui ne contiendrait absolument aucune matière. Juste de la lumière captive. Un trou noir forgé uniquement à partir de faisceaux de lumière. C'est une idée qui défie totalement notre intuition du quotidien. Du coup, je vais vous lancer un dernier défi intellectuel, basé sur les notes concernant ce fameux tenseur énergie-impulsion. Je suis prête, allez-y. Revenons à notre astronaute B du début, celui qui voyageait en accélérant de plus en plus. Notre cobaye préféré. C'est ça. S'il fonce à une vitesse tellement délirante que son énergie cinétique devient monstrueuse, l'espace-temps va fortement se courber autour de lui, n'est-ce pas? D'après la théorie, oui, pour un observateur extérieur. Alors, est-ce qu'il y a un moment où sa courbe-gravité, générée par sa vitesse extrême, risque de l'écraser sur lui-même, ou même de créer un mini-trou noir qui engloutirait son vaisseau pendant qu'il vole? C'est une excellente question, et ça soulève un point essentiel sur l'importance du point de vue ou du référentiel en physique. La réponse révèle vraiment l'incroyable élégance de l'univers. Ah, il y a un truc!
Oui, il y a un principe d'autocohérence fondamentale qui empêche ce paradoxe. Pour lui-même, à l'intérieur de l'habitacle de son vaisseau spatio-temporel, l'astronaute B est au repos. Ah bah oui, par rapport à lui-même, il bouge pas. Exactement. Son énergie cinétique par rapport à lui-même est totalement nulle. Ses atomes, son cœur qui bat, sa montre au poignet, tout ça ne subit qu'une énergie de repos standard. Donc la courbure. Cette courbure gravitationnelle titanesque causée par sa vitesse n'existe que dans le référentiel des observateurs extérieurs qu'il croise à grande vitesse. L'effet gravitationnel de l'énergie cinétique est une propriété relative au mouvement, pas une maladie absolue de l'espace. Donc aucun risque de s'auto-écraser par excès de vitesse. L'astronaute est protégé par son propre référentiel. Absolument aucun. De la même manière, son temps ralentit pour les autres uniquement par un principe de vase communicant énergétique en fait. C'est-à-dire. Parce qu'il se déplace si vite dans la grille spatiale des autres observateurs, il consomme la part de vélocité qui lui permettait initialement de naviguer à vitesse normale vers l'avenir de ces mêmes observateurs. Le fameux budget spatial qui grignote le budget temporel, c'est une grille de lecture tellement éclairante pour comprendre la relativité. C'est vraiment ça. Au fil de cette analyse approfondie, une idée maîtresse émerge vraiment de l'ensemble de nos sources. L'énergie et la géométrie de l'espace-temps ne sont pas deux éléments distincts ou de simples décors de théâtre où les choses se passent. Ce sont les deux faces indissociables d'une même pièce. Exactement. La réalité se comporte comme une architecture dynamique qui exige une taxe temporelle stricte sur chaque mouvement. Plus un système mobilise de l'énergie pour se déplacer dans l'espace physique, plus il sculpte et modifie sa propre ligne de vie temporelle. En gros, le budget énergétique d'une entité définit de facto son rythme de vieillissement au sein de l'univers. C'est ça. L'implication est vraiment profonde. Ce petit périple, initié avec une modeste étincelle de propulseur dans un vide imaginaire au tout début, eh bien ça prouve que le tissu de l'univers est une entité interactive. Perpétuellement modelé par l'énergie sous toutes ses formes, oui. Que ce soit du plus petit photon au trou noir le plus dense. Mais avant de conclure cette exploration, il est essentiel de partager une dernière réflexion, qui est directement induite par les données astrophysiques qu'on a parcourues aujourd'hui. Une petite réflexion pour la route. Voilà. On évoquait tout à l'heure notre système solaire, naviguant à 370 km par seconde à travers le rayonnement de fond cosmologique. Le fameux brouillard du Big Bang. Oui, mais en élargissant la perspective aux échelles macroscopiques, les relevés indiquent que notre galaxie entière, la majestueuse Voie lactée, est en réalité entraînée dans un mouvement de dérive gigantesque. Elle atteint environ 600 km par seconde par rapport au repos absolu dicté par le Big Bang. 600 km par seconde. C'est phénoménal. Ça pousse à une réflexion finale fascinante. Si le mouvement physique soustrait inéluctablement du temps, comme on l'a vu, et que notre galaxie file à cette vitesse effrénée à travers ce brouillard primordial, On perd du temps. exactement. Quel âge aurait un observateur théorique, un point de conscience qui serait resté parfaitement et absolument immobile, au point zéro de ce référentiel, depuis la naissance même de l'univers il y a 13,8 milliards d'années? C'est une pensée vertigineuse. Par rapport à cette immobilité absolue et ce temps plein non dilué, eh bien l'humanité entière, la Terre, et absolument tout ce que nous connaissons, a vécu au ralenti depuis l'aube des temps. Notre réalité entière est au ralenti. Ouais. Donc, la prochaine fois qu'on se croit parfaitement immobile, assis dans le silence d'une pièce sombre, il est bon de se rappeler cette image de nos deux astronautes. Même dans l'immobilité la plus trompeuse. L'immensité du cosmos est en train de régler discrètement le tempo de la réalité. Et sur ce, merci de nous avoir suivis dans cette exploration.